Salut les amis, on est aujourd'hui à l'émaillerie belge. Bonjour Vincent. Bonjour. Voilà, alors l'émaillerie belge, je pense que les collectionneurs, les tatinophiles savent ce que c'est. Bon, nous on connaît aussi les petites figurines en plomb, en résine, mais les plaques émaillées, évidemment, c'est quand même un monument du patrimoine belge, c'est un objet de convoitise aussi. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, tu es un jeune gars d'une trentaine d'années et te voilà à la tête de l'émaillerie belge. C'est quoi son histoire? Et voilà, on t'écoute. Ouais. Et déjà, c'est une longue histoire. Hein. Tout a commencé en 1923. Hein. Donc, le nom émaillerie belge a été créé et déposé en 1923. Mais ça a débuté un tout petit peu avant. En fait, comme toutes les bonnes sociétés, hein, les grandes sociétés aujourd'hui, où est-ce que ça commence? À la maison, dans le garage. C'est un peu comme ça. Donc voilà, deux frères à Molenbeek-Saint-Jean, à leur maison, ils ont commencé dans le garage avec l'émaillage industriel ou l'émaillage blanc, hein, comme on dit, industrial white enameling, pour des pots, des casseroles, des urinoirs, hein, des choses pareilles. Et ils ont très très vite vu que entre les deux guerres mondiales, hein, il y avait une énorme augmentation de demande pour publicité et signalétique, exposition à l'extérieur. Ce temps-là, le seul produit, et jusqu'à aujourd'hui, le produit le plus résistant au monde, c'est quoi? Pour exposition à l'extérieur, c'est l'émail. Donc voilà, ce marché, il a évolué tellement vite que de deux frères, 1921 et 1923, 7 ans après, 1930, ça a évolué à 140 personnes. Donc c'était canon, hein, très vite. Comment ils ont géré ça, comment ils ont fait ça? Tu commences dans un garage, ça va très vite, tu achètes les maisons à côté, il faut abattre les murs, tu agrandis ton salon et ta cuisine pour faire de la production, c'était un peu ça quoi. Et c'est devenu un magnifique labyrinthe, plusieurs maisons avec des murs cassés pour produire. Après, bien sûr, ce n'était pas l'idéal. Les années 30, hein, beaucoup de production, 140 personnes en publicité, en signalétique, en industriel émaillage à blanc. Hein. Une production, il fallait passer par porte et mur dans les différents endroits, pas très logique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les années 30, ils ont fait une demande et ils ont donc abattu toutes ces maisons pour construire un site de production, hein, un vrai site de production que moi, beaucoup d'années après, hein, 2016, moi j'ai encore visité, au moment de la reprise, j'ai encore vu l'ancien site comme il était dans son jus. Oui, donc c'était vraiment encore l'ancien site. Hein, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En 100 ans, il y a beaucoup qui se passe, mais les points les plus importants et critiques dans notre industrie plutôt. Hein. Donc ok, on est dans les années 30, l'industrie évolue bien. Qu'est-ce qui se passe après? Deuxième guerre mondiale hein, qui arrive. Il ne faut pas cacher que l'industrie la plus impactée pendant les guerres, c'est quoi? C'est la métallurgie. Et nous, notre base, c'est quand même de l'acier ou de la tôle, hein, métal. Donc notre industrie, elle était presque en panne pendant toute la guerre, quoi. C'est assez logique aussi. Il y avait encore un tout petit peu d'activité, mais pas beaucoup. Et c'est après que la Deuxième Guerre mondiale, l'émaillerie a quand même pu rouvrir les portes et reprendre, mais plus comme avant. C'est assez logique, hein. Il y avait 140 personnes, je pense, je ne sais pas exactement, mais je pense autour de peut-être une bonne 70 personnes qui sont revenues pour relancer le marché comme il existait. La demande était moins forte et il y avait peut-être la concurrence à l'étranger. Voilà, aussi. Donc la demande était moins forte, l'industrie reprenait partout au monde, hein, assez fort, très vite même, encore plus vite qu'avant. Il y avait des nouveaux concurrents. Et surtout, hein, prochain point assez important, les années 50, nous on appelle ça un peu dans notre monde la crise des mailles. Hein. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas que lié à l'émail, mais quand même. Il y a plusieurs choses qui ont fait que les émailleries devenaient en difficulté, quoi. Imaginons que les années 30, 40, 50, en Belgique, il y avait une bonne quinzaine, vingtaine d'émailleries actives en production, donc quand même pas mal. Et je parle que de la Belgique, hein, donc en Europe, il y en avait beaucoup plus. Pots, casseroles, urinoirs, publicité, signalétique, différentes utilisations, mais quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça allait très vite. La crise des mailles de laquelle je parlais, les années 50 et 60, deux choses. Il y a, après la Deuxième Guerre mondiale, des nouveaux matériaux, produits qui ont commencé à se développer. Hein. Thermolacage, l'aluminium laqué, PVC, qui ont surtout dans le signalétique, mais aussi dans la publicité, hein, ont commencé à reprendre pas mal du marché des mailles.
Et bon, il ne faut pas le cacher, PVC, alu laqué et autres, c'est une production beaucoup moins intensive, beaucoup moins qualitative comparée à l'émail, hein, bien sûr, mais le prix était plus bon marché, c'était un peu moins cher. Donc voilà, et il y a beaucoup de demandes qui passaient là-dedans et en moins dans l'émail. Pourquoi il y a eu la crise d'émail? De moins en moins de demandes et aussi, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais sur les anciennes plaques publicité, on voyait tout le temps TPB avec un code TPB, taxe payée Bruxelles, avec un code à côté qui était le numéro de l'émairie, le numéro de l'eau. Nous, on était 359 comme numéro, hein, c'était un peu comme notre code barre, quoi, disons, dans le temps. Le numéro de l'eau et l'année de production, qui était souvent, pas tout le temps, mais souvent dessus. En fait, il y a une nouvelle loi qui a été sortie. Toutes les rues, il y avait beaucoup de publicité après la Deuxième Guerre mondiale. Et on taxait. Les anciennes images qu'on on reconnaît, hein, on passe aux boulangeries ou je sais pas quoi. Et il n'y avait que des panneaux publicitaires au mur, hein, en émail. Mais le gouvernement, ils ont dit, voilà, il y a beaucoup de publicité, on va commencer à taxer. TPB, Bruxelles. Ouais. Et ça aussi, ça a quand même fait un changement de mentalité, de publicité et donc voilà, de taxes en plus, de moins en moins de production, d'autres produits aussi. Et ça a été très très vite parce que notre dernier concurrent, hein, il y avait 4 très très grands producteurs en Belgique, l'émairie belge, émairie Gosselies, qui est à Gosselies, Forêt-Maille à Forêt et émairie Koekelberg. Émairie Koekelberg, c'était la dernière, après l'émairie belge, qui n'a jamais arrêté ses activités, mais émairie Koekelberg a fait faillite fin des années 60. Et depuis, on était le dernier producteur au Benelux à ce temps-là. Hein, donc voilà. Après, bon, il y a des nouvelles émairies, les années 80, 90, qui ont été fondées, Pologne, Tchèque, France, Chine, etc. Hein. Donc il y en a qui ont repris dans des boilers, dans l'industriel, dans signalétique, dans différents marchés, mais dans son jus, à la méthode classique, à l'ancienne, disons, hein, on est le dernier jusqu'à aujourd'hui qui est encore actif. Et du coup, malgré cette demande qui a changé, malgré la concurrence de l'étranger et sa fameuse taxe, qu'est-ce qui fait que toi, tu as repris les émailleries en 2016? Qu'est-ce que vous produisez aujourd'hui et comment se fait-il que ça fonctionne encore aussi bien? En fait, depuis les années 50, ça n'a que connu une descente. Hein. Le monde des mailles et les mairies belges dans ce temps-là. Moi, j'ai repris les mairies en 2016, où j'ai visité la première fois en juin 2016. Les mailles ne se portaient pas très bien. Elles ne se portaient pas bien du tout. Hein. Faillite. Presque faillite. Le chiffre d'affaires était négatif, fort négatif. Il y avait encore 5 personnes, 6 personnes actives dans la société, mais qui travaillaient 2, max 3 jours par semaine, le reste en chômage économique. Allez, il ne faut pas le cacher, c'était le cas, hein, c'était comme ça. Donc oui, elle était au point d'affaillissement où l'idée était en fait que le propriétaire précédent, il voulait arrêter les activités de l'émairie en septembre 2016. Mais 2-3 mois avant, il y a moi et un autre, hein, 2 jeunes entrepreneurs, disons, qui ont visité, parce qu'on avait entendu via que l'émairie allait arrêter ses activités. On est venu visiter et c'est là qu'on s'est dit « Waouh, quel bijou, il faut reprendre, il faut relancer ». Et c'est ce qu'on a fait. Moi, j'appelle ça un peu l'effet waouh. Hein. Je vais essayer de l'expliquer, que vous sentez le même effet, mais c'était quand même unique. Ça, je vais le garder jusqu'au dernier jour ici. Ça, c'est sûr. Mais on rentrait dans un porte de garage à l'ancien site, à Molenbeek, que j'ai encore visité. On rentrait dans le bâtiment. Une fois rentré, tu es dans un énorme hall de production, directement dedans, avec que des panneaux publicitaires partout au mur. Des anciens fours, des anciens cabines pistolage, et vraiment comme un musée. Et puis tu vois 2 personnes avec un petit sac en émail sur des rouleaux en bois qui passaient dans la production. Et regarde, ça revient. Hein, tu vois. Je me disais, mais waouh, c'est quoi ça? Je suis sûr qu'on aura cet effet waouh. Un musée qui fonctionne, c'était tellement complètement unique. Et j'ai eu directement un coup de foudre, hein, comme je disais avant, je suis tombé amoureux de l'émairie. C'est vraiment ça. Je ne peux pas dire ça trop fort parce que j'ai 2 petits-enfants, mais c'était mon premier bébé, vraiment. Donc voilà. Et j'étais tellement en train de rêver que pendant la visite, je me rappelle même plus très bien de ce qu'on présentait, expliquait. Moi, dans ma tête, j'étais parti, je me disais, ok, c'est quoi l'émail, c'est quoi les possibilités, dans quel marché pourrons-nous le développer, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., etc. Et je suis rentré à la maison avec ce sentiment.
j'étais jeune et naïf, dans le sens positif, disons, hein, mais j'avais 25 ans à ce temps-là. Je me suis dit, waouh, c'est quand même cool. Ça, il faut reprendre, il faut relancer, quoi. J'ai dit, en 2 semaines de temps, j'ai dit, c'est bon, on y va, on se lance. Il n'y avait pas beaucoup de temps de décider, hein, comme j'expliquais, donc voilà, j'avais 2 semaines. J'ai dit, on le fait, je sautais dedans. Et le premier jour de mon arrivée, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce coup de foudre était toujours là, mais j'arrivais au bureau le premier jour, j'ai reçu 2 clés USB, je ne vais jamais oublier. Une clé USB avec un Excel, les noms et les mails, qui étaient le data des clients, quoi, c'est tout. Et puis une clé USB avec les factures achat et vente. Voilà, ça c'est les maris. Je me disais, oh, c'est quoi ça? Pas de digitalisé. À l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Et ça fonctionnait, hein. C'était vraiment waouh. Donc le site aujourd'hui, il est tout à fait nouveau. C'est pas oui, du tout ça, ici. ouais, le site internet existait et tout ça. Bon, maintenant il a été renouvelé et tout ça, mais ça existait encore. Mais il n'y avait pas de CRM, pas d'ERP, rien n'était digitalisé ou centralisé. Tous les formules, les produits, etc., c'était encore dans des livres écrits à la main, tout. Je Quoi. parle Donc, même le site physique, le bâtiment, vous avez déménagé vous ou c'était déjà ici? Non. Donc la reprise en juin 2016, juillet 2016 plutôt, les mairies ont été repris. On savait que les bâtiments ils étaient déjà vendus avant parce que les mairies allaient arrêter ces activités, mais elle n'est jamais venue à ce point-là. Donc, les bâtiments étaient déjà vendus de l'ancien site Molenbeek au mois de mai, donc juste 1 mois et demi avant, quoi. Mais ok, on était conscient de ça. On se disait, on a un accord pour 1 an et demi pour continuer encore un peu reprendre la production ici. Et puis, on organise le déménagement. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je parle un peu de mes crises, ou plutôt mes obstacles que j'ai pris pendant les années. Il y en a 5 en total. J'ai repris une émarie qui était au point d'affaillissement. J'ai dû relancer toute l'histoire de l'émarie. Un peu après, 1 an et demi après, un déménagement avec une production magnifique, mais très ancienne, qui datait d'il y a plus que 50 ans qu'ils n'avaient plus investi dedans. Le four que moi j'ai encore vu tourner, c'était à gaz dans ce temps-là, mais c'était encore le même four qui, avant le gaz, fonctionnait sur charbon. Il faut s'imaginer ça. Ouais, c'était vraiment un ancien four qui consommait beaucoup d'énergie, qui a été changé en gaz bien avant, mais quand même. Donc toutes ces machines étaient encore là, mais c'était plus vraiment aux normes, quoi, tu vois. C'est logique, c'était très beau, mais pas aux normes. Donc voilà, relancer l'histoire, déménager, investir, parce que il n'y avait pas grand-chose à reprendre avec, sauf le savoir-faire et le personnel. Donc on a fort investi pour reconstruire une nouvelle émarie ici à Forêt. Dans son jus, à l'ancienne, on a notre collection qui est venue avec, on a le personnel, quelques machines très importantes qu'on n'a pas changées, mais point de vue technologie, on a quand même bien avancé. Donc ça, et dans un bâtiment ancien, industriel, qui était une ancienne imprimerie carte postale avant, donc le sentiment industriel à l'ancienne était quand même là. Et ça, on devait quand même le garder. Donc voilà, et on est venu ici en début 2018, on est rentré dedans, on a tout reconstruit en 3-4 mois de temps. On a relancé la production. Et troisième crise qui est venue, tout le monde la connaît, Covid. Waouh, on était très heureux d'apprendre ça. Donc voilà, Covid, 3 mois. C'était presque à l'arrêt. Nous, on a pu continuer un tout petit peu, mais bon, on ne savait pas ce qui venait sur nous, quoi. Ça venait tellement vite, on était tellement surpris. Donc il n'y avait plus de demandes qui rentraient, même des demandes qui s'annulaient, etc. On se disait, waouh, le monde est en train de changer, quoi, ou de disparaître. Et ok, heureusement, ça a repris. Et là, on a vraiment vu que les mairies, vu notre construction modulaire en processus et le savoir-faire qu'on pouvait quand même vite adapter, changer. Et même aujourd'hui, donc 3 mois, on a eu une baisse, on a relancé. Première année de Covid, 3 mois de production en moins. En 9 mois, on a fait le meilleur chiffre d'affaires depuis les 20 dernières passées. C'était canon, on s'est relancé à fond et ça a bien repris dans les nouveaux marchés aussi, architecture design qui ont repris avec tout le reste, publicité, signalétique, collection. Puis il y avait la crise énergétique qui est suivie. Nous, on est quand même un grand consommateur d'énergie électrique parce qu'on a des fours électriques maintenant, on a des panneaux solaires, etc. Mais bon, ça impacte quand même, ça ne suffit pas, ça impacte. Et surtout, si les prix d'énergie font x6,
tout le monde l'a Ouais, senti, hein, ouais, ça a ouais. quand même un grand impact Oui, si, budgétaire. si les ménages, Donc, les voilà. particuliers en ont souffert, j'imagine que les Ouais. entreprises comme les Ouais. vôtres Et on aussi. peut pas, si tu as des contrats ou des accords, tu peux pas dire en une fois, ah ben ma facture elle a augmenté x6, ben voilà, moi je dois augmenter autant parce que non, 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 ça va pas. Donc on a quand même dû assommer pas mal là-dessus. Et après, voilà, c'est pas vraiment une crise, mais c'était encore une étape à faire. Les maris, depuis la reprise 2016, hein, elle a quand même repris entre 25 et 30% année par année, qu'elle a grandi, donc c'est pas mal. Le bâtiment, elle était déjà trop petit, donc on a repris le bâtiment à côté aussi pour agrandir notre tôlerie, etc. Donc ça, c'était le 5e pas qu'on a dû faire, hein, et on a encore évolué. Mais maintenant, je disais ça il y a 5 ans aussi, hein. Oui. On pense qu'on est bon pour Vous 10 ans, mais stabilisez, peut-être dans mais 3 ans, on verra. Est-ce que tu peux nous citer quelques produits que vous fabriquez ici? Donc, on sait que vous fabriquez des plaques émaillées, mais il y a d'autres applications, il y a d'autres finalités. Qu'est-ce qu'on peut créer ici à l'émail Oui. belge? En fait, ce qui a toujours existé, hein, depuis 2016 et de ce qu'on avait repris à ce temps, il y avait le marché de publicité qui était là, qui est toujours là et qui reprend. Il y a le signalétique, plaques de rue, ambassades, pour les gares métro, pour les parcs, les monuments, etc., etc. Tout ce qui est signalétique extérieur-intérieur qu'on peut faire. Donc ça. Après, il y a le marché collectionneur. Collectionneur, objet, collection, plutôt marque, mais aussi bande dessinée. Hein, 2 marchés qui tombent un peu dans le monde collectionneur. Et puis l'art. Et encore un autre marché, ça c'est vraiment des pièces uniques ou surtout des pièces uniques ou des façades artistiques avec des communes, marchés publics, etc. Et à côté de ça, des tout nouveaux marchés qui sont l'architecture et le design, hein, des meubles, des armoires, des tables, des chaises en émail et l'architecture sur mesure, hein, donc tablettes, crédences, armoires, plaintes, etc., etc. Ça sont vraiment les différents marchés, hein, lesquels quelques-unes ont été développées à nouveau, quoi, ou zéro. Il y a pas mal de technicité à apprendre et à digester avant de se lancer là-dedans, parce que c'est quand même pas facile. Hein, si on fait la création d'un meuble, mais le meuble il n'est pas stable, pas assez fort, ben, tu prends quand même pas mal de risques. Hein, donc il faut quand même bien se préparer avant d'aller au marché, quoi. Donc, voilà. Là, vous vous concentrez vraiment sur votre savoir-faire de base historique. Pas d'aluminium, pas de PVC, Non. on travaille l'émail. Oui, on travaille les mêmes. Hein. Donc nous, on va pas se lancer dans d'autres matériaux, d'autres produits. Pour les armoires, on va assembler sur du bois parfois, ça oui, mais nous, on ne fait pas le traitement ou fabrication du bois. On achète les panneaux coupés ou autres, on fait l'assemblage et on fixe ou on colle notre émail là-dessus, mais nous, on ne va pas faire la menuise. Ça. Quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la résistance. Tu peux un peu plus en dire, les températures, c'était assez incroyable comment tu le décrivais. Oui, les gens ils ne se rendent pas compte. Hein. On sait que c'est une peinture de verre. On dit toujours il faut le traiter comme du verre. C'est dangereux ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus résistant que du verre. Hein. L'émail, surtout une fois que c'est fusionné sur de la tôle, c'est le seul produit qui est résistant illimité contre l'UV. Ça ne va jamais, si c'est une bonne qualité, une bonne cuisson, il ne va jamais changer de couleur, même pas dans 100 000 ans. Hein, ça Le reste la même collectionneur chose. ne doit pas avoir peur de mettre une belle plaque émaillée dans son salon, ça ne craindra pas les rayons du soleil. Non. Même à l'extérieur, elle ne bougera pas. Donc ça, non. Chaleur ou température, une plaque finie émaillée, elle est résistante à moins 65 jusqu'à plus que 450 degrés. Des fours à l'intérieur, les fours à la maison sont émaillés, les boilers à l'intérieur sont émaillés. C'est tellement résistant. Hein. Je parle des boilers chaud, froid, de l'eau, calcaire, etc. Même produits chimiques, hein, acides. Des gens ils ne savent pas ça, mais les échantillons sur lesquels les vaccins Covid ont été développés ont été produits chez nous. Je parle des échantillons sur lesquels les labos ont fait les tests, c'est de l'émail parce que c'est tellement résistant. Donc voilà. Même en médecine, il y a beaucoup d'émail qui s'utilisent dans les silos, l'architecture, le design. Hein. Pour les façades, les tunnels, des petites pierres qui sautent dessus, de l'UV. C'est un karcher comme pour aller laver la voiture, quoi, hein, avec la grosse brosse qui passe à côté des panneaux émaillés pour nettoyer le tunnel. Donc c'est vraiment un produit très résistant. On ne se rend pas compte. Après, une plaque émaillée a un certain poids parce que c'est de l'acier. Le point faible, c'est les bords ou les coins. Il ne faut pas laisser tomber sur un coin parce que dès que l'acier ou la tôle va déformer, ça va craquer l'émail. Ça, c'est le seul point faible. Mais bon,
aluminium, PVC, elle est en 1000 morceaux, donc c'est quand même une différence. Voilà, donc voilà, donc point de vue résistance, on va beaucoup plus loin. Hein. Nous, on donne une garantie minimale sur toutes les résistances, hein, UV, acide, produits chimiques, haute température, basse température, etc., de 40 ans minimum sur toutes les résistances. Il n'y a aucun produit qui offre ça, aucun. Donc ça va très loin. Voilà. Alors, tu sais que sur Tatino Geek, évidemment, on a envie de te parler de Tintin, donc j'imagine que tu nous montreras très vite les plaques émaillées qu'on a tous envie de voir. Mais du coup, ces plaques émaillées, elles ont été créées en 1900, début des années 80 ? Oui. Oui, les productions ont été faites, après ils ont négocié et discuté les contrats et tout ça avant, mais les productions même étaient plus ou moins entre 1982 jusqu'à 1986. Oui. C'est ça. Et bon, j'imagine que tu les connais toutes, les plaques émaillées de la licence Tintin que l'Émaillerie belge a créée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? De Tintin même, mais ouais, en anglais on dit Tintin, c'est un peu the holy grail. C'est vraiment dans le bande dessinée, en fait tous les BD belges sont bien renommés, bien gérés, sont des magnifiques plaques. Tintin est quand même unique dans le sens que, par exemple, Tintin il a sa propre couleur rouge. C'est quand même quelque chose d'unique, tu vois. Le rouge de la fusée Tintin, comme tu as le rouge Coca-Cola par exemple, c'est quand même assez unique. Hein. Et Tintin, c'est quand même une marque qui est aussi énormément protégée, mais dans le monde collectionneur, il y a beaucoup de collectionneurs qui recherchent, pas que des plaques émaillées et tout, hein, qui est énormément renommé pour les collectionneurs. Donc voilà. Ouais. Oui, non, c'est que je disais tantôt, c'est un objet de convoitise, ces plaques émaillées. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années peut-être à voir de nouvelles plaques, à avoir de nouvelles surprises de Tintin, par exemple? Nous, on espère que oui. Tu serais prêt à le faire? Nous, on serait prêt à le faire, oui. Si Tintin Imagination te contacte. On a déjà pris contact et essayé plusieurs fois les 3-4 dernières années avec Fondation Moulassar, RG, hein, même sur le salon des amis d'Hergé aussi, hein, donc on reste quand même en contact, ils sont bien conscients que nous on est là, on existe, hein, des plaques qu'on a produites dans le passé et tout ça, donc ça oui, Hergé et Moulassar ils sachent que nous on est toujours ouverts à recollaborer ensemble, après c'est à eux de prendre la décision, hein, c'est eux qui gèrent les droits, c'est leur visuel, c'est à eux de décider si on pourrait reproduire dans le futur encore des plaques émaillées Tintin ou non. Voilà. Et pour les tatinophiles qui voudraient faire une visite ici, tu les préviens quand même très gentiment, c'est compliqué. C'est compliqué, oui et non, dans le sens, on n'est pas un musée, il faut le dire. Hein, on est une société en production, on a quand même une patrimoine hein, que beaucoup de gens veulent voir. Ce que nous, on propose tout le temps, c'est voilà, une visite juste comme ça, hein, des gens qui sonnent à la porte en disant « Coucou, je viens voir et je veux visiter votre collection pour voir les plaques Tintin ou autres ». Désolé, il faut quand même un rendez-vous. Ça arrive en plein tournage. Ça arrive. La sonnette, hein, on a dû recommencer une. donc voilà. Le tatinophile français qui venait voir, bon. Ouais. Donc on leur dit gentiment que voilà, il faut faire un rendez-vous et surtout, bon, moi je ne peux pas faire que des visites guidées tous les jours non plus, hein, parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Donc l'idéal serait de grouper et de venir à 10 ou 20 personnes dans un groupe et là on ouvre les portes avec plaisir pour faire une visite d'1h30 sans problème avec toute l'explication. Il faut un groupe, juste tout le monde un par un, ça va pas. Donc voilà. Extra. Super, bah écoute, moi j'ai vraiment envie de voir ces plaques émaillées parce qu'on va avoir l'occasion d'en voir beaucoup regroupées dans une même salle. Donc là, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et ben, on est parti pour la visite. Très bien, parfait. Let's go Vincent, c'est parti. Allez Rohan, tu as amené un petit trésor, tu voudrais proposer à Vincent de réaliser une expertise minute. Voilà, c'est ça, oui. J'ai amené ma plaque émaillée et je voulais voir si Vincent était d'accord de me dire si déjà c'était une originale, pour ne pas avoir... On a l'encyclopédie de Christian, le CAC 3D avec nous, donc en plus... Une mauvaise surprise. Voilà. C'est une plaque que j'ai depuis quelques années
à la maison Ouais. et que depuis tout ce qu'on entend ces derniers temps sur les fausses plaques émaillées, que ben voilà, Alors, je me pose un rappel peu des de la questions. fusée, petit format, 500 exemplaires, 1985. C'est bien celle-là? Ouais. Après, il faut toujours bien vérifier. Hein. Vous avez raison aujourd'hui, hein, il faut bien regarder si on parle d'une vraie plaque ou d'une copie, parce qu'il y en a qui ont été faites dans le passé, et de vérifier ça. Donc voilà. Mais c'est là. Qu'est-ce que tu vas regarder du coup pour savoir si ça vient bien de chez toi? Pour être sûr, on les a ici à côté. On va Donc le mieux, c'est on d'aller les voir, met de la mettre à côté, et comme ça, on regarde ensemble. et on compare. Voilà. Et on compare. Extra. Là, on peut comparer les couleurs, les détails, et c'est surtout tout ça qui va. C'est prouver. la meilleure façon pour toi de pouvoir identifier une Ouais. fausse, Ouais. une originale. Ouais. Parce qu'en fait, de base, hein, d'origine, comment ça fonctionne, un BAT, desquels les plaques sont encore ici, chez nous, à l'émaillerie. On produit un BAT, c'est le BAT qui doit être approuvé. En fait, c'est ça qui montre aux ayants droit, voilà, ça c'est la plaque qui va être produite, hein, dimension, couleur, les détails, hein, les surfaces superposées, etc., etc. Et une fois qu'ils donnent leurs accords, directement, la production de la série suit, qui est identique au BAT. Ah oui, d'accord. Voilà. Hein. Donc, Donc ça c'est c'est- important. Donc tous les couleurs ressortent à l'identique du C'est BAT, ça. etc. Et c'est ça qu'il faut vraiment. Donc le bien- BAT est vraiment la Oui. pièce Oui, oui, pour oui. pouvoir authentifier Oui, 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 une autre plaque. Quoi. Oui. Ah, mais c'est chouette. Oui, parce que ça sont aussi, hein, ça peut même être que, je dois vérifier les formules et tout, mais ça peut même être que certaines de ces couleurs, aujourd'hui, on ne sait plus les reproduire à l'identique. Hein. Dans le passé, il y avait dans l'émail, il y avait du plomb, du nickel, certains ça. produits qu'on ne pouvait plus utiliser. Je ne sais pas par cœur dans quel produit ça se retrouve ou quelle couleur ça se retrouve. Et ça peut être qu'il y en a quelques-unes là-dedans. Ça veut dire, si on veut reconstruire une couleur, ben, il faut refaire toute la formule de cette couleur. Il risque d'être légèrement différent de ce qui a été produit les années 80, si on va recréer par exemple hein, cette couleur vert-jaune aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour ça que le BAT est la preuve de l'origine. Ça c'était la couleur, les détails et tout. C'est ça. Voilà. Bon, on va aller poser cette plaque à côté du BAT. Le BAT. Oui. Je croise Wow. les doigts pour authentifier ma plaque. Ouais. Magnifique. Voilà. C'est l'encre. C'est super. Ah, bienvenue dans mon salon. Voilà. Ça montre un peu Magnifique. tous les plaques. Hein. Après, elles ne sont pas tous ici non plus. Hein. Donc ça, c'est... il y a une partie qui se trouve ici, tout ce qui est BD, plaques collectionneurs et un peu d'œuvres d'art qui se trouve là derrière. Tout ce qui est publicité signalétique se trouve surtout en bas. Hein. On a essayé de quand même faire de 2-3 endroits notre collection. Et ça, c'est la collection qui était à l'émaillerie au moment que moi j'ai repris. Hein. Donc voilà, qui était présent et reste intact. Mais c'est bien qu'ils il ont reste comme elle est. transmis la Ouais. collection Ouais. avec Ouais. la société. Ouais. C'est quand même un plus aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Une magnifique. collection d'une société, c'est toujours assez intéressant quand Ouais. on suit Ouais. les nouveaux acquéreurs de la société. Oui, mais là, c'est les, comme je disais, hein, c'est les BAT, les bons BAT, à tirer, c'est ou ça, les ouais. premiers tirages, hein, comme on dit. Et parfois, ça dépend. Bon, ça, c'est pas le cas pour les bandes dessinées, mais pour les plaques de bière, par exemple, s'il n'y a pas de BAT ou autre, mais c'est un très beau visuel et on a envie de la garder nous-mêmes, parfois on en achète une de la série, une Ah, oui. officielle, et on l'achète online chez le client, et voilà, comme ça on l'a pour notre collection, tu vois. C'est ça. Donc, ça, c'est plutôt oui, brasserie, bière ou autre. Donc, voilà. Faut un petit coup de cœur. Quoi. Oui. Ouais, je la connaissais pas, tiens, celle avec Flup. Elle est très jolie Celle-là, aussi. Voilà. Donc, la plaque. Ok, bon, il va falloir regarder bien en haut. Elle est tout en haut, à gauche. Hein. Ouais. Ça, c'est loin. Et voilà. Donc, déjà, on peut regarder de base. Même les couleurs ici, hein, c'est assez important de voir est-ce que la couleur est la même, C'est etc. la même, ouais. hein. Donc, voilà, si les couleurs reviennent à l'identique. Ouais. Et là, je vais poser la question à vous. Qu'est-ce que tu Oui. penses? Honnêtement, j'ai un doute sur le vert en fait. Il me paraît beaucoup plus clair. C'est parce qu'il n'y a pas de luminosité là. Oui, hein. Regarde ici. Tu vois. Ça dépend aussi de la lumière, comment on la met. Hein. Hop. Ouais, je dois le mettre à côté, mais Ouais, soit, ouais, ça ouais. donne un peu. C'est déjà la bonne dimension. C'est déjà la bonne dimension. Ouais, c'est important aussi. Il y hein. aurait eu 5 cm de moins, c'était Ouais. déjà mal barré. En fait, c'est tous les détails qui comptent. Hein. Mhm. Tu as les dimensions, tu as l'épaisseur, L'épaisseur. très important. Encore quelque chose de très important,
c'est difficile à expliquer, mais moi je reconnais le primer. La masse, le primer qui est devant et à l'arrière. Nous, on sait reconnaître si c'est notre primer ou non. Ça, point de vue couleur et finition, les détails, parce que chaque producteur fonctionne légèrement différent dans le sens où est-ce qu'on met les accroches pour cuire au four. Est-ce qu'on pistole accroché ou pendu, comme ça par exemple. Parfois, tu as des petits pointes, parfois tu as les crochets au milieu, dans les coins. Tout ça, tous ces détails comptent. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà. Moi, je tiquais un peu sur la couleur. Donc, voilà, maintenant sur les détails, je ne suis pas assez expert. Donc, de ce qu'on voit ici, c'est la même chose. Ah ouais. Il ne faut pas s'inquiéter. Non, non. Allez. Et sur les détails, qu'est-ce que tu peux dire Là, elle est un peu trop loin, mais on peut regarder par exemple, nous on appelle ça des contours. En fait, tu as des lignes qui. Là, tu as un noir, là, tu as ton beige par exemple, et il y a un contour en noir légèrement plus clair qui fait le tour, mais même autour de la fusée pour faire les dessins. Voilà. Et même ça aussi, les contours, le superposé, les détails, est-ce qu'il est bien dessus ou est-ce qu'il y a un petit décal, tout ça, il faut bien vérifier. Voilà. Il y avait, alors j'ai pas le micro, mais bon, il y avait ici du mat. Alors dans les copies, je me rappelle, ça brillait aussi, comme ici. Alors que là, c'est mat et là, ça brille. Ça, c'était important. Oui, c'est important, c'est très important. Je n'ai même vu, et je lui ai parlé de ça, je n'ai vu aux Amis Nerger qui se vendaient une plaque. Et ça, c'était totalement une autre couleur. C'était pas exactement la même. C'était à mon avis, je pense que c'était celle-là qui était avant. Et c'était totalement une autre couleur. Et j'étais chez lui et il expliquait tout, etc., etc. Et il disait oui, mais c'est une plaque que j'ai achetée à l'Emairie, c'est une vraie, etc. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Je l'ai retournée. Je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais, il me regardait. Et là, je disais, non, ça c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux demander à récupérer la plaque Moi, non. Mais du coup, ça porte préjudice aussi à ta société, à ton entreprise, si cette plaque, elle est vendue. Oui, mais c'est l'œuvre, c'est le visuel de Hergé Moulinsart. Ça ne nous appartient pas. Moi, je ne peux rien dire là-dessus. C'est à eux. Donc, en fait, c'est à eux de dire, OK, c'est une plaque qui doit être détruite ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Après, ils peuvent reprendre ça aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas très difficile. Ils font un scan. Donc, tu achètes un original, tu fais un scan haute résolution, tu vectorises, etc., etc. Et si tu veux, tu peux reproduire. Nous, on va beaucoup plus loin. Je ne vais pas expliquer exactement ce qu'on fait, mais tous les plaques qu'on produit aujourd'hui, pas les plaques de rue, mais tout le reste qu'on produit aujourd'hui qui a une certaine valeur dans le monde collectionneur ou autre. Nous, on a quelques détails, 2, 3, qu'on laisse dans la plaque, qu'on ne voit pas, mais que nous, on peut reconnaître. Comme maintenant, on vient ici, je ne dois même pas la présenter à côté de l'autre, je dois juste regarder la plaque. Si je vois ces 3 indices, je sais que c'est une vraie ou une fausse. D'accord. Donc on va beaucoup plus loin. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile à dire oui ou non. Mais ça, c'est que depuis il y a quelques années. Donc voilà. C'est comme une petite puce GPS, quoi. Oui, on ne peut pas mettre un chip, on ne peut pas mettre un code barre ou autre. C'est 2, 3. Mais il faut quand même laisser des indices qu'on peut reconnaître. Voilà. Donc, et ça, on le fait. Mais à cette époque-là, malheureusement, tu n'étais pas encore là. Les indices n'étaient pas encore là. Tu es rassuré. Ouais, je suis rassuré. Juan est propriétaire d'une belle plaque émaillée. Du coup, Vincent, tu vas nous montrer les différentes étapes de la création d'une plaque émaillée. Donc, on te laisse on est où ici faire découvrir. Là, en fait, là, on est au début du processus de la production. Ça commence avec la tôlerie. On a des tôles en acier, en plaques. On commence découpe, pliage, soudure, poncer. Là, il y a quelques exemples de plaques soudées. Poncer, parfois estamper les coins pour les bières ou autres. Faire les petits trous, parce que l'émail, c'est une peinture de verre qui est fusionnée en cuisson avec l'acier. Il ne faut pas commencer à couper ou plier après, sinon on va casser la résistance. Donc, tout ce qui est tôlerie et formation de la plaque, il faut le faire avant pour après pouvoir émailler. Donc ça, c'est le premier pas. Une fois que la tôlerie est faite, on commence à dégraisser. Donc dégraisser comme une lave-vaisselle industrielle, c'est un peu ça, comme à la maison, mais différent. C'est pas du Dreft, mais c'est un dégraisseur qu'on utilise pour enlever la graisse de la tôle. On commence à rincer en plusieurs bains, plusieurs étapes. Une fois que la tôle elle est bien nette, bien clean, on commence à émailler.
parce que l'émail c'est à base d'eau, l'eau et de l'huile, ça commence à shifter. Donc il faut bien nettoyer avant d'émailler. Donc en tout, il y a combien d'étapes? Les étapes, le nombre d'étapes en tout? S'il y a un visuel avec sérigraphie, on est plus ou moins entre 16 et 18 étapes au total. Hein, s'il n'y a pas de visuel, on est à 5-6 étapes. Ça dépend. C'est un sacré savoir-faire. C'est beaucoup de travail. Ouais. Là, il y a pas mal de bruit. Hein, c'est la cabine pistolage. On va aller voir après. Donc, les tôles brutes, tout d'abord, les tôles brutes vont être pistolées avant-arrière. Donc, entièrement, tout autour, une bonne couche de quelques micromillimètres qu'on va appliquer, égale partout, qui va, après une première cuisson, va protéger l'entière tôle. On appelle ça un primer, la masse, la première couche de base qui est appliquée, cuit. À partir de là, la tôle émaillée, on peut la mettre dehors pendant 100 ans, elle ne va plus bouger, elle restera intacte parce qu'il y a déjà la première couche. Le primer, c'est bleu-gris, c'est pas très joli, c'est pas une finition. Après, on met la couleur de fond qu'on applique. Je vais vous montrer. Il y a notre chambre de moulin, le broyage, où on fabrique nos propres émaux pour fabriquer les couleurs qui, après le primer, sont fabriquées et appliquées en pistolage, la surface visible, avant, parfois avant et arrière. À nouveau, pistolet, séché, passage au four. Une fois qu'on a le bon fond, la bonne couleur, là, on passe en sérigraphie. Donc, il y a plusieurs étapes. Okay? Ça sèche pendant combien de temps? Séchoir, 5 à 10 minutes max. Max. Ça va très vite, oui. Bon, après, nous, on parle de sécher, c'est à 100 degrés. Oui, voilà. L'eau commence à bouillir. Oui, c'est pas comme le linge. Non, une cuisson, pour nous, c'est 800-850. Sécher, c'est 100. Ouais. En cuisine, 100, on commence à cuire. Hein, c'est différent. Voilà. Ça représente un peu, une fois que c'est séché, donc là, c'était pistolet liquide à base d'eau, l'émail à base d'eau. Une fois que c'est séché, c'est de la poudre qui colle sur la tôle. Là, c'est pas encore cuit. Donc si maintenant on met un doigt, le moins d'humidité de poussière, ça risque de faire un dégât ou un défaut. C'est vraiment un endroit très net, très neutre. Hein. Pistolage séché et après on passe au four. La plaque elle doit être parfaite, nickel. Le moins de défauts ou de détails fait un éclat ou un défaut. Il faut recommencer. Dans un laboratoire ici. Oui, ouais, c'est un peu, on dirait un laboratoire, c'est bien ça. La chambre de moulin ou le broyage, hein, comme nous on dit. Donc c'est ici qu'on fait la fabrication d'émail, pour laquelle on est quand même unique au monde, parce que nous on va produire ou créer nos propres émaux nous-mêmes en interne, à 100%. Hein. On n'achète pas des émaux ou des couleurs ou des peintures déjà préfabriquées. Non, nous on va les fabriquer à base des matières premières, on va les mélanger, les broyer. Et puis on va commencer à émailler. Donc on fait vraiment le processus de A à Z en interne. Et grâce à ce savoir-faire qu'on a développé aujourd'hui en interne, on dépasse les 2400 couleurs. C'est énorme, c'est énorme. On a déjà développé RAL classique, Pantone Coated, 1000 et quelques couleurs développées en interne à base d'échantillons par des clients qui viennent ou autres, ou des couleurs RAL Pantone qu'on n'avait pas encore retrouvées, qu'on a développées. Donc ça, 2400 couleurs ou plus en 8 finitions. Mais là, on passe plutôt dans le monde créatif du design et architecture. On a brillant, ce qui est le plus connu. On a mat, craquelé, dégradé, transparent, HP, terrazzo, aquamite. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà. C'est des autres techniques, des autres finitions, mais pour un autre marché, un autre emploi aussi. Donc c'est la créativité dans l'architecture design. C'est un peu ça. Donc voilà. Mais c'est vraiment grâce à notre savoir-faire et grâce aux formules qu'on a développées nous-mêmes en interne, qu'on puisse modifier, développer ou changer des formules et des couleurs. Voilà. C'est vraiment Et aujourd'hui, on a dépassé tous les numéros et les codes. Et après, c'est un peu chiant hein, de faire RAL 1200, des trucs comme ça. Donc là, on commence à mettre les noms des clients. Si un client trouve une couleur qui n'existe pas, on fait une production pour lui. Hein. Liliane Vertassen, c'est une artiste, ben, on a Liliane Bleu, par exemple. Voilà. Des choses comme ça. C'est plus facile. Ouais. Et c'est un laboratoire, je vais l'appeler ça comme ça, que tu as créé quand tu es arrivé, ou ça existait déjà à l'époque des anciennes émailleries? Le laboratoire, il a toujours existé.
Donc il était là depuis le premier jour, disons. Hein. Après, il a évolué, il a développé. Donc il y a de plus en plus de couleurs qui se sont ajoutées. Et surtout depuis moi que je suis là, avec les nouveaux marchés aussi, en termes de finition, hein, surface, avant il y avait brillant et mat. Maintenant il y en a 8. On voit quand même l'évolution en 8 ans, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ça avance. Donc, voilà. Mais il faut, hein, il faut. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne, hein? Peut-être important un peu à expliquer. C'est quoi l'émail? C'est une peinture de verre, oui, mais une peinture de verre comme du céramique, oui. C'est quoi vraiment, hein? Nous, on achète les matières premières. Donc, chaque couleur qu'on a fabriquée, c'est pas un pot qu'on achète au bricot et on a la couleur qu'on commence à mélanger. Non, non. C'est une peinture de verre fabriquée. Donc, on a un échantillon. Chaque échantillon a un code. Hein, ce n'est pas la formule, c'est juste un code. Mais ce code est lié à une formule qui fait plus ou moins une page A4 de long. Il faut s'imaginer 2400 et quelques couleurs, 2400 et quelques formules. Beaucoup de développement. Hein. Il y a une logique, mais bon, c'est un livre hein, avec des pages de formules. Quoi. Voilà. Donc nous, de base, on a un code, RAL, Pantone ou un code qu'on a développé nous-mêmes qui est lié à la formule. Dans la formule, on doit peser au gramme exact, ça c'est important. Si on commence à faire le moindre d'erreur, on commence à mélanger certaines matières premières, c'est foutu. Ou bien on aura une autre couleur, ça risque d'avoir une mauvaise fusion, mauvaise qualité, d'éclater, orange peel effect, donc peau de poisson qui commence à lâcher, des choses comme ça. Mauvaise fusion, pas bon. Donc ça doit être la bonne formule, le bon mélange, bonne application, pas trop épais, pas trop fin, pas trop d'eau, sinon trop liquide, etc. Transparence, ça joue aussi. Bonne cuisson, la bonne température et le bon passage, le bon temps, passage au four. Le moindre de changement, ça sera différent. Ouais. Ouais. Une question, vous avez développé ça comme un Levi's ou des choses, vous avez toutes les couleurs possibles, etc. Ouais. Donc est-ce que vous avez pensé, bon c'est peut-être bête comme question, mais de faire des peintures pour les particuliers aussi, peindre des murs ou c'est pas intéressant? On en a tellement beaucoup, non. Non, parce qu'il y a les producteurs d'émail, mais pas les émailleries, les producteurs d'émail, hein, ou d'autres émailleries, ils achètent leurs émaux. Ouais. Donc oui, là tu peux déjà acheter des sacs ou des pots, RAL autant, Pantone autant, pour émailler. Donc ça existe, c'est pas le but que nous on fait ça. Après, nous, on peut faire exactement les mêmes RAL, les mêmes Pantone, parce que ça c'est des couleurs fixes et classiques qui existent. Hein. Mais on a beaucoup de couleurs et surtout beaucoup de finitions qu'on a développées nous-mêmes en interne, que d'autres ne font pas exactement identiques. Voilà. C'est vraiment ça la différence. C'est la créativité qui est illimitée. C'est ça. Voilà. L'émail même, à quoi ça représente? J'ai expliqué la formule, comment c'est construit, etc. Ça commence, le plus important, les frites d'émail. C'est des morceaux de verre, on ne va pas briser les vitres hein, dans les rues, non, du tout. C'est des frites d'émail, des cristaux qui ont été cuits, brûlés. C'est déjà une production avant l'émaillage. Voilà. Hein, je vais peut-être pas mettre ma main dedans, mais ouais, ok, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que ça. Ouais. Je peux pas mettre de humidité ou de graisse. Et voilà. Donc, ça donne pas la couleur. Hein. On peut voir, ça a différentes couleurs, différents tons, blanc, un peu gris, bleu, etc. C'est pas ça qui va créer la couleur. C'est ça qui va faire surtout créer la fusion, la résistance et le mélange. Hein. Par formule ou par couleur, il y a toujours plusieurs frites d'émail au gramme exact. Hein. 4, 5, 6 différents à mélanger dans la formule. Les pigments qu'on voit ici pour bien sûr créer la couleur. Hein. Et puis les terres ou les ajouts, ça c'est vraiment les matières premières, c'est comme un pain. Hein. Le blé et tout ça, voilà, pour nous c'est les ajouts. Les ajouts, c'est de la cuisine. Terres, hein. C'est comme une cuisine. Voilà. Ouais. Et il faut créer une formule, pesée au gramme exact. Hein. Après, on voit qu'il y a souvent des produits cristallisés ou poudre ou autres, et les frites, hein, les morceaux de verre. Donc voilà, c'est important que nous, on doit tout mélanger et briser. J'ai dit, on est dans le broyage, hein, chambre de moulin. La formule a été pesée au gramme exact. Tous les produits et les ingrédients ont été mélangés. On les met dans les moulins. Les moulins sont remplis avec des boules céramiques hein, qui font du bruit. Je ne sais pas s'il est rempli ou pas. Voilà, mais là on l'entend. Voilà, c'est rempli avec des petites boules céramiques. On met la formule dedans, la poudre, les émaux, tout. On ajoute de l'eau aussi, bien mesurée, autant de litres ou de millilitres ou autre. Entre 40 et 60% de la formule, c'est de l'eau. Donc ça, on l'ajoute et puis ça tourne pendant 2 heures pour les petits moulins
à 8 heures pour les grands, pour les volumes de 100 litres. Hein. On fait ça surtout la nuit, pour 2 raisons. Ça fait beaucoup de bruit et si ça prend 8 heures pour un grand volume, la nuit et le lendemain, c'est prêt pour commencer. Donc voilà, on ne perd pas de temps, ça aussi. Et ça consomme moins d'énergie, ça aussi, donc c'est important. Voilà. Tout est dedans, ça commence à mélanger. C'est comme du béton, mais les petites boules céramiques vont mélanger et entre-temps briser l'entièreté en poudre. Les frites d'émail, pistolet ou sérigraphie, ça passe pas, hein, ça bloque. Donc ça doit être de la poudre très très fine, mélangée avec de l'eau, qui devient la pâte d'émail pour émailler. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous montrer un exemple de pâte émail. Une peinture est très liquide. Une pâte d'émail, très épais. C'est vraiment, c'est une boule qui tombe. Donc voilà. Ah ben voilà, bon exemple, comment c'est dur. Hein, il y a l'eau qui commence, ils vont d'abord remélanger, mais si je fais juste ça, regarde, ça tient le coup, tu vois, c'est tellement épais. Regarde, tu vois. Je ne vais pas mettre mon doigt parce que celui-là, on en a encore besoin, mais je vais prendre un exemple, je vais vous montrer comment c'est épais, hein. C'est quand même vraiment très très épais. On voit la couleur, et si je mets mon doigt, regarde, tu vois, c'est pas une peinture, hein. C'est beaucoup plus épais. Ouais. Tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est de la pâte d'émail. Ouais. On ne dit pas une peinture d'émail, c'est une pâte. Voilà, donc là, on est dans la sérigraphie. Hein, dernière étape, mais qui a quand même pas mal de pas à suivre. Dans la sérigraphie, on va appliquer le visuel, le dessin, le texte sur la plaque. Je disais en plusieurs étapes. Pourquoi? C'est pas comme une imprimante industrielle. Hein. À la maison, on met le papier et de l'autre côté, tu as ton print qui ressort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on doit appliquer couleur par couleur, couche par couche. Pas une cuisson entre chaque, sinon si on a 32 couleurs, 32 cuissons, ça devient hyper cher, hein, c'est pas le but. Donc là, on peut quand même combiner certaines couleurs qui ont la même température, la même cuisson. La technicité commence là. Tu as 32 couleurs, par exemple, pour un visuel. Hein, 32 couleurs, nous, on doit d'abord, en digital, regarder les formules, etc., quelle couleur, à quelle température. Et là, on décide l'ordre de la production. On commence avec les couleurs les plus résistantes, avec la température la plus haute, on les applique, on sèche entre-temps. Une mi-cuisson, si on change de température, on continue les autres couleurs. Encore une mi-cuisson, une autre couleur, cuisson finale. C'est un peu comme ça. Donc le visuel, on ne peut pas le poser ou superposer les couleurs n'importe comment, comme on veut. Il y a vraiment un ordre à suivre qui doit être bon, qui doit être logique. Et là, la technicité de transparence est très importante. Hein. Parfois, tu as des couleurs plus foncées qui doivent d'abord être cuites. Tu mets une couleur plus claire au-dessus, transparence, la couleur change. Et là, il faut bien maîtriser que ça, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien… Nous, on le connaît maintenant, hein, mais avant, c'était très dur de maîtriser, de mettre tout ça en ordre. Maintenant, ça va hyper vite. Hein. En 2 heures, un visuel, c'est fait et on commence. Donc là, on a tous les passes du processus de A à Z. Très, très simple. Je vais reprendre dès le début pour bien comprendre. On a la tôlerie. On voit que c'est magnétique aussi. Hein. C'est de la tôle. La tôlerie, découpe, pliage, poncer, souder, stamper les petits coins, etc. Hein. Dégraissage, elle commence bien sûr à rouiller. Une fois que la tôle elle est rincée, il n'y a plus de protection, rien du tout. Donc là, elle rouille, c'est logique. Ça, c'est le pré-traitement, la vaisselle industrielle. Primer, première couche, appliquer, sécher, cuisson. À partir de là, la plaque elle est émaillée, il ne peut plus rien se passer. Après, ce n'est pas la finition. On a la couleur de fond. Hein, couleur de fond, dans ce cas-là, c'est blanc, mais ça peut être n'importe quelle couleur des 2000 et quelques couleurs. Donc ça, bleu, blanc, rouge, vert, etc. Et là, on commence en sérigraphie, couleur par couleur. Premier tirage, séché. Deuxième tirage, séché. Troisième, séché. Quatrième, séché. Disons que là, il y a un changement de température. Mi-cuisson. Séché, application séchée, application séchée, application séchée, cuisson finale. Donc parfois, il y a des mi-cuissons, parfois non. Ça dépend vraiment des couleurs, leur température, leur résistance. Voilà. Ça sont tous les pas. Dernière pas. Assemblage, emballage, mettre les œillets, mettre les petits protège-coins, emballer, et prêt pour envoi. Magnifique. Pour faire de la sérigraphie, tu as ton visuel digital, hein. Un PDF, haute résolution ou autre. Nous, on doit d'abord, en digital, séparer couleur par couleur. Donc, on fait un fichier par couleur pour un dessin. 10 couleurs, 32 couleurs, peu importe, hein, 32 fichiers. Chaque couleur est imprimée sur un film. Un film laitière comme ceci. C'est avec de l'encre noire que c'est imprimé. L'encre noire ne permet pas d'ensoleiller. Hein. La lumière UV ne dépasse pas l'encre noire. Donc voilà, où il y a l'encre noire, ça va protéger ou camoufler en fait, hein,
la pâte UV bleue qui est appliquée sur le cadre sérigraphe. Donc, tu as le film qui est dessus. Ensoleillage, lampe UV, où il y a le noir, il y a les lettres qui restent. Tout ça commence à sécher, à durcir. Une fois que c'est fait, ça prend beaucoup de temps, 1000 secondes ou plus, donc ça prend un peu de temps pour le faire, pour sécher. Une fois que ça c'est fini, on passe juste un peu de l'eau. Tout ce qui n'a pas été ensoleillé, qui était couvert par l'encre noire avec les films, s'enlève. Et là, vous allez voir, il y a ma main qui dépasse. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et donc là, on fait comme un offset. On print, on met la pâte d'émail et on l'appuie à travers du tamis sur le cadre, couleur par couleur. Donc ça, c'est encore une préparation avant la sérigraphie à faire. Donc il y a quand même pas mal de pas. Écoute Vincent, un tout grand merci. Avec plaisir. En tant que collectionneur, on était très intéressé de savoir comment les plaques émaillées, les plaques émaillées Tintin évidemment, on en a parlé, mais comment les plaques émaillées de manière générale étaient créées. Oui. On a eu l'occasion de découvrir un petit peu ce que je pense beaucoup de collectionneurs, peu de monde finalement, ont eu l'occasion de voir. Oui. Donc, et comme ça, on a su, à bientôt aux ADH, aux Amis d'Hergé. Oui. On a su comment dans les petites plaques des Amis d'Hergé, comment ça a été fait finalement. Oui. Voilà, les petits cadeaux qu'on a reçus. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.